Ok, ben bonjour à tous, bonjour à tous. Aujourd'hui, nous abordons un sujet crucial pour l'efficacité de notre fonction, la fonction d'audit interne. Ce sujet-là, il s'intitule l'audit interne en environnement toxique. Et nous allons donc parler de la pratique de l'audit interne dans un environnement de travail toxique. Alors, ce webinaire, c'est pas juste une formation technique, mais c'est plus une formation sur la survie professionnelle et l'objectivité de l'auditeur interne dans un environnement de travail toxique. Parce que l'environnement de travail toxique est un risque opérationnel qui est généralement invisible. Notre rôle, c'est d'apprendre à le détecter et à opérer efficacement sans nous mettre en danger en tant qu'auditeur interne. Et donc, nous allons nous concentrer sur quatre objectifs dans ce webinaire. C'est d'abord l'identification, la mesure de l'impact, l'adaptation de notre méthodologie et enfin notre résilience personnelle. Parce que dans un environnement de travail toxique, il est important, et j'insiste là-dessus dès le départ, il est important d'être résilient sur le plan personnel. Alors, qui suis-je? Je suis Seb Michel Amadidé, je suis docteur en administration des affaires, expert comptable, et je vais conduire ce webinaire sur la pratique de l'audit interne dans un environnement toxique. Alors, les objectifs que nous nous sommes assignés pour ce webinaire, c'est dans un premier temps de comprendre et d'identifier les signaux d'un environnement de travail toxique. Ensuite, de mesurer l'impact de la toxicité sur la fiabilité des contrôles et des preuves d'audit. De développer des techniques d'audit adaptées pour opérer avec objectivité et sécurité en entreprise. Et enfin, de renforcer la résilience personnelle et gérer les dilemmes. Et pour atteindre ces objectifs, nous allons passer par plusieurs points clés que je vous invite, bien sûr, à découvrir avec moi. Alors, le premier point, il s'agit de l'impact sur les contrôles et la gestion des risques. Et donc, l'audit interne, comme je l'ai dit dès le départ, n'est pas seulement technique, il est profondément humain. Et donc, pratiquer l'audit interne dans un environnement toxique peut s'avérer très difficile moralement et psychologiquement pour l'individu en tant qu'auditeur interne, mais aussi pour les audités. Mais avant de parler de l'impact de l'environnement toxique sur les contrôles et la gestion des risques, essayons un peu de définir ce que c'est qu'un environnement toxique. Un environnement toxique, ce n'est pas juste un lieu stressant, c'est un lieu en réalité où la peur est institutionnalisée, si vous voulez. Et donc, les comportements sont persistants et nuisent véritablement à la confiance des employés de la maison. Et donc, si on veut définir un environnement toxique, c'est cet environnement-là qui est caractérisé par des comportements persistants qui nuisent à la santé mentale et émotionnelle des employés et qui créent en réalité un climat de peur et minent la confiance et la collaboration au sein de l'entreprise. Alors, ce climat toxique-là, je sais que beaucoup d'entre nous évoluent dans des environnements toxiques. Et c'est d'ailleurs la raison pour laquelle on a décidé de faire ce webinaire pour parler de cette spécificité-là en matière d'audit interne. Alors, l'environnement toxique a des symptômes, d'accord, qui doivent être en réalité des indicateurs pour tout le monde. Ces symptômes-là, surtout pour l'auditeur interne, ça doit être des indicateurs. Et généralement, parmi ces symptômes, on retrouve la culture du blâme. C'est-à-dire que la faute est toujours rejetée sur autrui, jamais sur les processus. Et comme exemple, je peux partager quelque chose que moi j'ai vécu il y a quelques années. Lorsqu'en entreprise, vous avez, par exemple, des gaps au niveau de la caisse, au lieu d'aller voir ou de chercher à comprendre pourquoi il y a des gaps dans la caisse, c'est-à-dire des trous dans la caisse, systématiquement,
on estime que c'est la faute de telle ou telle personne ou on estime que c'est telle personne qui doit être responsable de cette faute sans chercher à savoir en réalité ce qui se passe. Et donc, cette culture du blâme-là, euh, lorsque vous êtes dans une entreprise en tant qu'auditeur interne, et que cette culture-là, elle est généralisée. Et moi, je l'ai vécu de manière très généralisée où vous avez le manager de l'entreprise qui prend des décisions. Et quand ça se gâte, il dit systématiquement c'est telle personne. Et quand vous vous retrouvez au codir dans cette situation-là, vous avez tout le codir, tout le monde est conscient du fait que, à la base, c'est le manager qui a pris la décision et qui l'a même imposé. Il y a des traces de cette décision-là par mail ou par écrit, mais systématiquement, il prend quelqu'un d'autre comme bouc émissaire. Et ça peut aller jusqu'à licencier cette personne-là parce qu'on n'assume pas soi-même les erreurs de management qu'on a commises. Donc, si vous êtes dans une entreprise où vous avez cette culture du blâme, ça doit être un symptôme clé pour vous en tant qu'auditeur interne. Si personne n'est jamais retenu responsable, d'accord, c'est que le système est conçu pour protéger les fautifs. Parce que si on est dans un système où on reconnaît les responsables des erreurs qui ont été commises dans le système, alors là, le système fonctionne. Mais si c'est le contraire et que jamais personne dans le système n'est reconnu, c'est que le système est conçu pour protéger les fautifs. Quand vous êtes dans un système où il y a un manque de transparence, c'est-à-dire une rétention d'informations intentionnelle, que vous avez des silos extrêmes au niveau de l'entreprise, c'est que vous êtes déjà dans un environnement toxique. Je vais vous donner un exemple simple. Moi, j'ai été dans une entreprise où on organisait le comité d'audit sans que je ne sois au courant en tant que directeur de l'audit interne groupe. Ou vous êtes dans une entreprise où vous avez une assemblée générale ou un conseil d'administration qui se tient et personne au sein de l'entreprise, aucune personne dans le CODIR ne sait qu'il y a conseil d'administration. Ça veut dire que le management retient l'information de manière intentionnelle. Ou par exemple, il y a des projets au sein de la maison, une partie du codir, par exemple, est au courant et il y a une partie du codir qui n'est pas au courant. Alors que cette partie du codir qui n'est pas au courant est peut-être plus impliquée que celle qui est au courant de l'information. Ça veut dire que vous êtes déjà et vous naviguez déjà dans un environnement toxique. C'est aussi la peur de la rétorsion. Les employés craignent de parler honnêtement ou de signaler des problèmes. Vous êtes dans une entreprise, et moi je l'ai vécu personnellement, vous êtes dans une entreprise où vous avez des employés qui en ont gros sur le cœur et qui veulent bien parler, mais qui ne s'expriment pas. Pourquoi? Parce qu'ils ont peur des représailles. Ils ont peur que ça leur retombe dessus. Et donc, systématiquement, lorsque les employés craignent de parler honnêtement ou de signaler des problèmes, et comme je l'ai dit, moi, je l'ai vécu personnellement dans une entreprise où tout le monde est conscient de problèmes, mais personne ne veut parler parce qu'on se dit, ah, si je parle, j'aurai des problèmes. Ou encore, lorsque vous êtes en présence du manager, tout le monde applaudit le manager, mais dès le moment où vous êtes sorti, par exemple, du CODIR ou d'une réunion, tout le monde dit, ah ben celui-là, il va nous créer les embrouilles. Mais devant lui, tout le monde dit, ah, on applaudit. Donc, lorsque vous êtes dans un système où il y a la peur de la rétorsion, alors vous naviguez déjà dans un environnement toxique. Mais le turnover, c'est le signal le plus objectif en matière d'environnement toxique. Quand je dis turnover élevé, c'est la perte constante de personnel clé qui va rendre à un moment donné les processus instables. C'est-à-dire que vous avez du personnel clé comme le DAF, le directeur opérationnel, comme le gestionnaire de l'administration des ventes, qui s'en vont de manière cyclique et de manière constante. Moi, j'ai déjà vu des entreprises où vous avez le DAF qui a fait 2 semaines et qui est parti. Et il le dit très clairement, je ne peux pas évoluer dans un tel environnement. Le turnover, c'est vraiment le signal le plus objectif parce que ça vous fait voir que les gens fuient les problèmes. Ils ne veulent pas rester dans cet environnement-là parce qu'ils savent que c'est nocif pour leur santé. Enfin, c'est le leadership qui est défaillant.
manque d'éthique, micromanagement excessif ou absence de responsabilité au sommet. Et je parlais de ça tout à l'heure. Moi, j'ai été dans une entreprise où le premier manager n'assume jamais cette décision. C'est-à-dire qu'il est toujours caché derrière quelqu'un. C'est-à-dire dès que il prend une décision et que la décision foire, c'est la faute de quelqu'un. Et cette personne-là, il faut la virer. Et il n'est même pas capable à un moment donné de vous dire clairement ce qu'il vous reproche. Et vous le sentez en fait. Quand la situation commence à arriver à ce niveau-là, vous le sentez que il vous cherche des noises, c'est-à-dire pour une simple prise de position, il est capable de péter un plomb. Et donc, quand vous avez ce type de manager-là, ces personnes-là qui ne sont pas vraiment à chaque fois conscientes de leur rôle de manager ou qui n'assument pas leurs responsabilités au sommet, c'est que vous allez avoir beaucoup de difficultés à jouer votre rôle d'auditeur interne de manière assez performante. Alors, la fonction d'audit interne, comme je l'ai dit, est une fonction miroir pour l'organisation. Et dans un environnement sain, d'accord, l'audit interne identifie les faiblesses des contrôles. Ce qu'il faut comprendre ici, c'est que un environnement toxique n'est pas juste un lieu stressant, c'est vraiment le lieu où on a vraiment institutionnalisé la peur. Et la toxicité est un échec. Et cet échec-là, il se manifeste par la peur. Parce qu'on a besoin de d'instaurer un climat de peur, un environnement de peur pour pouvoir maîtriser les autres. Et donc, notre mission ne change pas, hein. Malgré cet environnement toxique, notre mission elle ne devrait pas changer. L'auditeur interne doit donc identifier, en plus des faiblesses, des causes profondes culturelles et comportementales qui minent l'efficacité des contrôles. D'accord? C'est quelque chose qui s'ajoute au rôle critique de l'auditeur interne dans un environnement toxique. Mais ce que l'auditeur interne doit aussi avoir à l'esprit, c'est qu'il doit, coûte que coûte, maintenir son indépendance. Parce que dans un environnement toxique, il y a toujours des conflits internes et ces conflits ils sont toujours latents. Et parfois, le management veut utiliser, par exemple, le département de l'audit interne pour régler des comptes. L'auditeur interne doit, dans cet environnement-là, se rappeler qu'il a un rôle critique, c'est de maintenir son indépendance. Premier point, il doit toujours rester dans une position neutre, sans prendre parti. Et il doit toujours rappeler qu'il est là pour accompagner et non pour être utilisé comme un flingueur au sein de l'entreprise. Et ça demande une grande maturité professionnelle, mais aussi une grande maturité personnelle parce que vous vous mettez vous-même en danger lorsque, par exemple, vous refusez de prendre parti et que vous choisissez de garder une certaine objectivité, c'est-à-dire de baser toutes les conclusions de vos audits sur des preuves qui sont corroborées et qui sont factuelles, même si les faits sont incontournables. Et donc, à ce niveau-là, l'auditeur interne ne doit jamais oublier que la fonction d'audit interne, d'accord, ne doit pas changer. Malgré l'environnement toxique, la fonction d'audit interne ne doit pas changer. Mais au contraire, elle doit s'approfondir. Parce que dans ces contextes-là, nous ne cherchons pas seulement si un contrôle a échoué, mais on est obligé de savoir, mais pourquoi la culture ou l'environnement dans lequel nous sommes a permis cet échec-là. Et donc, lorsque l'auditeur interne se retrouve dans un environnement toxique, sa capacité à aller rechercher les causes profondes doit encore s'affiner, s'affirmer au fil du temps, parce qu'il en aura besoin pour maintenir son indépendance et son objectivité. Alors, l'impact sur les contrôles et la, la gestion des risques. Ici, la toxicité agit comme un acide qui dissout l'efficacité des mécanismes de contrôle, parce que
Ce qu'il faut savoir à ce niveau, en matière d'érosion des contrôles internes et surtout de la gestion des risques, c'est que c'est ici véritablement que l'impact est le plus tangible. Parce que la toxicité qui prévaut dans votre entreprise, d'accord, va nourrir la fraude. Quel que soit ce qu'on dira, la toxicité va nourrir la fraude. Et le sentiment d'injustice qui va s'installer va pousser les employés à faire de la rationalisation du fraudeur. Et plus important encore, c'est que les employés vont chercher à faire du contournement des contrôles, surtout au niveau du management. Donc, dans un climat de peur, vous allez avoir des gens qui n'oseront jamais dire non au manager, qui, par exemple, va donner l'ordre de sauter une certaine étape. Et ça se remarque, hein, surtout dans le secteur public. On sait que on ne peut pas sauter l'étape dans le processus, mais comme c'est le manager qui l'a dit, de manière orale ou de manière écrite, on le fait. Parce qu'on a la crainte d'aller dire non au manager qui a fait cette demande-là. Et donc, nous devons voir les contrôles internes non pas comme des murs de briques en réalité, mais comme des feuilles de papier que la peur peut déchirer. Parce que, comme je l'ai dit tout à l'heure, la toxicité va nourrir tout ce qui est lié, par exemple, à la fraude. Et pour mieux expliquer, le triangle de la fraude qui parle de pression, d'opportunité, de rationalisation qui est amplifiée, tant qu'on reste dans un environnement qui est toxique, on va être dans une disposition en tant qu'employé d'injustice. C'est-à-dire, on va se dire à un moment donné, ah, c'est toujours moi à qui on remet les fautes, c'est toujours moi qu'on blâme, c'est toujours moi qu'on fait ceci. Et dès le moment où l'employé rentre dans dans ce sentiment d'injustice, il peut à un moment donné être déconnecté de la vie d'entreprise, mais aussi déconnecté de son amour pour son entreprise. Et dès le moment où il est déconnecté de cet amour pour son entreprise, il va faire de la rationalisation. Il va se dire, ah oui, si même je détourne de l'argent, je l'aurais fait parce que je suis tout le temps blâmé alors que c'est moi qui ai toujours raison. Donc, il fait un peu par vengeance parce que l'opportunité est créée par un manque de surveillance déjà, parce que dans un environnement toxique, le manager lui-même n'est pas un exemple. Et la rationalisation, pardon, est facilitée par le sentiment d'injustice qu'on a. Et donc, à ce moment-là, il faut faire très attention en tant qu'auditeur interne parce que plus vous êtes dans un environnement toxique et plus le risque au niveau de la fraude augmente. Et moi, je l'ai vécu par le passé dans une entreprise vraiment toxique où pendant des années, le directeur opérationnel a fait beaucoup de choses sans que personne ne s'en rende compte. Parce qu'il estimait que il avait toujours été le dindon de la farce, mal payé, toujours blâmé, pris comme un con. Et donc, à un moment donné, il a rationalisé le truc, il s'est dit, ah, c'est toujours moi, c'est injuste, je suis mal payé pour mon rang, déjà. Et en plus de ça, on me parle comme si j'étais un chien, si j'étais personne. Et donc, à ce moment-là, il commence à se dire, ah ben, je vais le leur faire. Donc, plus vous êtes dans un environnement toxique et plus ça augmente les risques de fraude. Mais c'est aussi le risque que les contrôles soient contournés par le management lui-même. Et ça, c'est fréquent. Demandez à n'importe quel DAF, n'importe quel auditeur, c'est des choses auxquelles on fait face tout le temps. Parce que le management, il profite de cet environnement toxique-là pour bypasser des contrôles en toute impunité parce que l'environnement lui-même n'est pas prêt à dénoncer. Qui va dénoncer le manager? On a déjà vu des managers qui prennent de l'argent au niveau de la comptabilité, au niveau de la caisse, toutes les fins de semaine pour aller faire le week-end. Mais est-ce que le DAF, est-ce que le comptable, le caissier ou le trésorier sont capables de le dénoncer? Non, parce que l'environnement, il est déjà vicié en réalité. Dans un environnement toxique, vous allez très certainement avoir aussi des processus qui sont inefficaces. Les contrôles existent sur papier simplement, mais sont mal appliqués ou sont ignorés en pratique parce que de peur de déplaire ou par cynisme. Comme on l'a dit tout à l'heure,
quand le boss, et surtout quand c'est l'actionnaire unique, majoritaire, détenteur de tous les droits au sein de l'entreprise, qui te dit, fais-moi telle chose, est-ce que tu es en mesure d'aller lui dire, ah, la procédure ne me permet pas de faire telle chose? Non, les gens le font pour, pour ne pas déplaire au boss, ou pour encore plaire au boss, ou encore pas cynisme parce qu'on se dit, ah, c'est lui le boss, donc je fais ça comme il a dit, et puis ça peut me servir après dans l'avancement. Enfin, sur cet aspect-là, c'est la non-conformité latente. Généralement, quand vous êtes dans un environnement toxique, les règles et les politiques sont perçues comme facultatives parce que on se dit, vous avez, il y a cette phrase qui revient très souvent, on a l'habitude de faire ça comme ça. Vous avez, entre-temps, un manuel de procédure dans l'entreprise, mais vous avez une autre manière sur le terrain qu'on utilise pour le faire et qui n'a rien à voir avec le manuel de procédure. Et quand vous venez en tant qu'auditeur interne dire on n'a pas respecté la procédure, on vous oppose le fait que la manière dont on a l'habitude de le faire nous permet d'atteindre des objectifs. Donc, au niveau de l'érosion des contrôles internes, l'auditeur interne doit faire attention à ces aspects-là. Alors, forcément, euh, un environnement un environnement toxique, d'accord, va apporter des difficultés dans l'évaluation des risques, forcément. Et les risques comportementaux, en réalité, dominent. Et généralement, lorsque on est risk manager ou auditeur interne, notre matrice des risques, elle est souvent basée sur des erreurs de processus. Mais ici, dans un environnement toxique, le risque, pardon, est humain, mais il est aussi intentionnel. Ou du moins, si on veut aller encore plus en profondeur, il est chronique en matière de négligence. D'accord? Et donc, le reporting devient basé dès le moment où vous restez sur votre matrice des risques, basée sur les process. Parce que les employés, ils minimisent systématiquement les incidents réels pour ne pas être punis. Parce qu'ils sont dans un environnement toxique. Alors, la conséquence de ce comportement des employés, c'est que la direction générale va croire que tout va bien. Mais le risque, lui, par contre, il va se construire en silence petit à petit. C'est comme ça qu'on dit, par exemple, à la comptabilité, ah oui, on a 500 000 francs de gap, on a deux ou trois aux écritures qui sont pas bien faites, mais en réalité, quand vous allez chercher, vous vous rendez compte que c'est pas 500 000 francs de gap, c'est peut-être 5 millions de gap qu'on vous a transformé en 500 000 francs de gap. Et petit à petit, vous vous retrouvez un jour à avoir peut-être 100 millions en matière de gap financier au sein de votre entreprise et personne ne l'a vu parce que, en réalité, les employés minimisent sciemment le risque. Et donc, l'omission des risques, ça va être pour l'auditeur interne un indicateur clé parce que ça cache d'autres risques. Les conflits d'intérêts qui sont évidents, d'accord? Les abus qui ne sont jamais inscrits dans nos registres des risques. Et donc, trois points essentiels, d'accord? À ce niveau-là, c'est sur les risques comportementaux qui affectent l'évaluation des risques. C'est d'abord la négligence chronique et l'intention malveillante, comme je l'ai dit tout à l'heure. Euh, les employés minimisent les risques. Ensuite, c'est les biais dans le reporting. Les employés qui sont sous pression, qui sont intimidés, ils vont minimiser tous les incidents ou au contraire exagérer les problèmes des autres départements pour se protéger. Vous allez voir que même dans la réalisation de la cartographie des risques, on va dans des départements, on dit, dites-nous vos risques. Ils disent, ah non, tout va bien. Le problème, ça vient de tel processus qu'on partage avec tel département. Ça, c'est dans les environnements toxiques parce que on ne dit pas la vérité. On veut paraître clean et vraiment se présenter comme étant sain au sein de l'entreprise. C'est aussi l'omission des risques, d'accord? On nous met des risques parce qu'on sait que ces risques-là sont liés, par exemple, à des conflits d'intérêts ou à de l'abus de pouvoir. Donc, ça, on ne les documente pas. Et généralement, chez l'auditeur antenne, même dans nos registres des risques, nous, en tant qu'auditeur antenne, on ne, on ne documente pas ce type de risque-là.
Ensuite, le danger pour la preuve d'audit lorsqu'on est dans un environnement de travail toxique, c'est que la peur, pardon, contamine la fiabilité des preuves. Ici, pour moi, c'est peut-être la diapositive la plus critique. Parce que la peur dans une entreprise où l'environnement de travail est toxique, la peur contamine tout. Et quand vous allez, par exemple, en tant qu'auditeur interne, faire des entretiens durant vos missions, vous avez l'impression que les entretiens que vous faites sont des pièces de théâtre. Parce que les documents peuvent être même créés après coup pour satisfaire seulement l'auditeur interne. Et donc, n'oubliez pas, notre travail, c'est de toujours chercher la preuve par omission. Le silence, le document manquant, le délai de réponse anormale, ce sont souvent des indices que nous, en tant qu'auditeurs internes, on doit considérer comme indices les plus forts que nous avons en tant que danger pour la preuve d'audit. Et donc, nous devons être à cette étape-là, à ce moment-là, de bons détectives, pas de simples vérificateurs. Parce que si vous restez dans la position d'un simple vérificateur, d'accord? Vous passerez à côté des réelles preuves. Et ça, moi, je l'ai déjà vu au cours de ma carrière, des gens qui créent des preuves toutes faites pour l'auditeur interne. On dit l'auditeur interne vient tel jour. Donc, on crée des documents pour vous alors que les vrais documents existent. Donc, à ce niveau-là, pour moi, c'est peut-être la diapositive la plus critique. Et donc, maintenant, on va parler un peu de l'adaptation de la méthodologie d'audit. Moi, en tant qu'auditeur interne, euh, lorsque je suis dans une entreprise avec un environnement toxique, comment est-ce que j'adapte la méthodologie d'audit? Premier aspect de la chose, c'est la planification. Donc, planification, c'est qu'il faut vraiment passer au scepticisme professionnel accru. Et là, c'est comment nous nous adaptons. Comment nous, en tant qu'auditeurs internes, nous nous adaptons en changeant nos hypothèses de départ. Et là, c'est que le scepticisme, forcément, devient notre mode de travail par défaut. Et c'est à ce moment-là que on n'accepte rien de verbal sans confirmation. C'est-à-dire que dès le moment où on nous a donné une information, il nous faut confirmer cette information-là. Et donc, le temps que nous allons doit inclure l'observation. C'est-à-dire, dès que vous êtes dans un environnement critique, un environnement toxique, il faut beaucoup observer, beaucoup analyser. Et donc, observer comment les gens interagissent au sein de l'entreprise, comment ils réagissent aux ordres. Et surtout, il faut que vous intégriez l'évaluation du tone à top dès les planifications. Parce que, comme je vous l'ai dit dès le départ, cette formation elle n'est pas que technique. Elle est aussi vraiment humaine parce que nous, en tant qu'auditeurs internes, on oublie souvent que le métier, il est d'abord humain. Et quand vous êtes dans un environnement de travail toxique, il faut vraiment observer comment les gens interagissent. La simple réaction à un ordre peut être pour vous un signe de quelque chose, d'une piste à suivre. Et donc, il faut vraiment, à ce niveau-là, au niveau de la planification, que vous soyez dans une dynamique de je ne retiens rien de verbal, mais je dois confirmer tout ce qu'on me donne comme information verbale. Alors, pour les entretiens, il faut vraiment passer à des entretiens plus aiguisés. D'accord? C'est vraiment une étape sensible pour l'auditeur interne. La sécurité de l'audité est primordiale. Parce que si dans votre mission d'auditeur interne, vous devez euh, avoir comme conséquence, par exemple, que quelqu'un perde son emploi alors qu'il dit la vérité, alors là, il y a un problème. D'accord? C'est-à-dire que il faut vraiment miser sur la sécurité de l'audité. Et donc, il faut miser, par exemple, sur des espaces sûrs, mener les entretiens à l'écart, par exemple, dans une salle de réunion neutre ou même en extérieur si possible. Donc, il faut éviter, par exemple, le bureau de l'auditeur où, par exemple, il se sent observé. Parce que qu'est-ce qu'il dira lorsque vous faites un entretien dans son bureau où il y a des collaborateurs, où il y a d'autres personnes dans le bureau? Il ne dira rien. Et donc, il faut vraiment commencer avec la manière, commencer vraiment doucement par l'opérationnel
Et prenez le temps de l'écouter. Prenez le temps d'écouter celui que vous interviewez en tant qu'auditeur interne. D'accord? Ayez une écoute active et vraiment repérez à chaque fois incohérences, pardon, d'accord? Ou les arrêts dans la conversation. Ça, c'est des signes. Mais n'oubliez jamais, en tant qu'auditeur interne, vous n'êtes pas un flic. Vous êtes là pour comprendre, d'accord? Et surtout, protéger la source en ne la citant jamais dans vos travaux. Cela voudra dire quoi? C'est-à-dire, pour les techniques d'entretien, il faut vraiment passer à des techniques d'entretien plus affinées, vraiment plus affinées, qui prend en compte l'aspect physique, l'environnement, mais qui prend en compte aussi l'humain. Et moi, dans cet environnement-là, à l'époque, j'avais décidé de faire quelque chose qui a marché sur toute la durée de mon parcours au sein de cette entreprise en tant que directeur de l'audit groupe. Euh, le travail devait commencer à 8 heures. Ce que je faisais, c'est que moi, j'arrivais à 6h30 au bureau, le premier de tout le bâtiment, et j'ouvrais mon bureau. Ça me permettait de recevoir les gens entre 6h30 et 7h20, où il n'y a pas vraiment beaucoup de monde. Et ça me permettait d'avoir des discussions vraiment très, très poussées et très claires avec les autres employés. Et ça, je l'ai fait et ça a marché parce que j'avais des gens qui venaient me voir systématiquement dans mon bureau, qui voulaient me parler, qui disaient, ah bonjour, DAI, j'ai besoin de vous parler. Et quand ils voyaient quelqu'un passer, par exemple, devant le bureau, ils n'avaient plus envie de parler parce qu'ils se sentaient épiés, parce qu'ils se disent, ah, l'information va passer que je suis dans le bureau du DAI. Qu'est-ce qu'il fait là-bas? Et ça faisait que ils se retournaient systématiquement, ils disaient, on va refaire la discussion après. Et moi, je n'avais pas les informations. Et quand j'ai compris ça, je me suis dit, ben voilà, ce qu'il faut faire, c'est venir au bureau plus tôt et dire à ces personnes-là que je serai au bureau plus tôt. Et à partir de ce moment-là, on a 30 à 50 minutes d'échange avant que les autres commencent à arriver. Et pendant ce temps, on a déjà fait notre discussion. Moi, en tant que directeur de l'audit interne, j'ai mes informations qui sont des informations claires. Et j'ai même la manière de confirmer ces informations-là sur papier. Et ça a marché parce que à chaque fois que je venais à 6h30, il y avait quelqu'un avec qui j'avais un entretien jusqu'à 7h. Il allait dans son bureau. Et puis moi, j'étais là tranquille comme si de rien n'était. Et à chaque fois, j'avais le management qui s'étonnait que j'avais les informations qu'on me cachait. Parce que j'avais déployé ce dispositif-là pour être au courant de toutes les informations qui me permettraient d'être efficace en tant que directeur de l'audit interne. Alors, la collecte de preuves en tant qu'auditeur interne, ce qu'il faut faire à ce niveau-là, d'accord? Collecte de preuves documentaires et numériques. Euh, Comme je l'ai dit hein, tout à l'heure, les preuves sont essentielles en matière d'audit interne. Et puisque les documents peuvent mentir, d'accord? Il faut toujours examiner les couches cachées. C'est-à-dire que moi, généralement, lorsque on m'envoie un document pour corroborer une information, ce que je fais, la première des choses, c'est d'aller chercher dans les propriétés du document pour voir la date à laquelle le document a été créé. La simple date de création du document me permet de déterminer si le document peut me servir vraiment ou si le document a été conçu exclusivement pour moi. Mais aussi, je vais chercher le concepteur du document. Parce que sur quel PC le document a été créé ou modifié. Les dates et les auteurs, tout ça, vous le retrouverez par exemple dans les propriétés du document qu'on vous a envoyé. C'est des choses systématiques que moi je fais. Et donc, l'analyse des métadonnées, d'accord, qui va vous permettre de savoir par exemple qui a modifié ce document à 23 heures le dimanche par exemple. Ou est-ce que la date de création correspond à la date de l'opération sur laquelle vous êtes en train de travailler? Mais aussi, euh, l'analyse des communications. Ça va vous permettre
d'examiner les logs des systèmes, par exemple, l'historique des messages, mais ceci avec des autorisations, bien sûr. Donc, il faut demander avec l'autorisation les historiques, par exemple, de messagerie, quand vous avez un doute, pour, à ce niveau-là, identifier la pression hiérarchique qui a pu mener à l'écart de contrôle. Et donc, si le processus dit que le délai est de 3 jours, par exemple, d'accord, mais que les communications montrent que le manager qui crie, faites-le en 3 heures, ça vous permet de voir que l'écart est explicite. Donc, ce sont des choses qu'il faut faire. Il ne faut pas juste rester sur on m'envoie un document, euh, on m'envoie on m'a transféré, par exemple, un ensemble d'échanges entre le manager et l'individu pour confirmer que c'est le manager qui a donné l'ordre. Je dois examiner tout ce qu'on m'a envoyé. Parce que même le document peut mentir euh, en tant que preuve. Mais n'oublions pas, d'accord? N'oublions pas qu'il faut à l'auditeur interne dans ces circonstances des techniques d'anonymat et d'évaluation culturelle. Parce que, comme je l'ai dit tout à l'heure, dans un environnement de travail toxique, l'employé peut perdre très vite son emploi en ayant dit quelque chose de vrai, mais qui égratigne, par exemple, la direction générale. Donc, on peut le considérer comme étant un élément à supprimer. Donc, il faut vraiment que ces techniques d'anonymat-là, en tant qu'auditeur antenne, vous les mettiez en œuvre. Et donc, à ce niveau-là, nous avons besoin d'une vue d'ensemble. Et donc, si vous suspectez un problème à grande échelle, il faut par exemple procéder par des sondages anonymes bien conçus et qui sont un puissant outil pour avoir l'information. Quand c'est anonyme, on dit plus de choses que quand c'est nommément dit. D'accord? Et donc, il faut demander par exemple des questions comme dans quelle mesure vous sentez-vous en sécurité pour rapporter une erreur de votre supérieur? Vous allez voir que ça va créer beaucoup de retours et ces retours-là vont vous permettre d'analyser à quel moment ou qui est le problème au sein du processus. Et donc, la vraie mine d'or à ce niveau-là, c'est l'analyse des données RH. Vraiment l'analyse des données RH. On a parlé tout à l'heure du turnover de 40%, par exemple, d'un service, alors que la moyenne de l'entreprise est à 10%. Ce n'est pas un hasard. Si vous avez un département comptabilité où tous les 2 mois, quelqu'un s'en va, alors qu'au sein de l'entreprise en général, vous avez une personne qui part tous les 3 ans, c'est qu'il y a un problème au niveau euh, du département de la comptabilité. Son taux de turnover est trop élevé, il faut aller chercher le problème. Ça doit être pour vous un signal d'alarme fort d'une gestion toxique au niveau de ce département-là. Donc, pour résumer, hein, au niveau des techniques d'anonymat et d'évaluation culturelle, il faut sonder la culture sans identifier, d'accord? Donc, sondage anonyme et indépendant, il faut utiliser des documents, des outils d'enquête tiers pour poser des questions spécifiques sur la culture du blâme, l'intimidation et la peur de signaler, par exemple. L'analyse des données RH, il faut analyser, examiner les données de rotation du personnel, donc le turnover, les taux d'absentéisme et les plaintes informelles par département ou gestionnaire. Les tendances extrêmes sont des indicateurs de toxicité. Comme je l'ai dit tout à l'heure, si vous avez un département où il y a trop de taux d'absentéisme, c'est le signe de quelque chose. Et moi, l'ayant vécu, je peux vous dire que dès le moment où le vendredi arrive, tu as envie de rentrer chez toi et de ne plus revenir le lundi matin. Et le dimanche soir, déjà, tu appréhendes le retour en entreprise parce que tu te dis, oh là là là, j'irai encore travailler là-bas maintenant. Donc, ça fait que, à des moments donnés, tu as envie de créer juste des situations pour rester chez toi. Et ça, le taux d'absentéisme, c'est un signe que, en tant qu'auditeur interne, on ne doit pas négliger. Alors, la rédaction des constats, pardon, il faut rester totalement objectif. C'est l'endroit où nous, en tant qu'auditeur interne,
nous devons être les plus disciplinés parce que nous sommes des auditeurs, pas des juges de cour. Et si nous donnons l'impression que nous sommes des juges de cour, alors le travail que nous faisons ne sera pas reconnu à sa juste valeur. Et donc, nous devons séparer le fait de l'interprétation. Je donne un exemple simple. Monsieur Inks a approuvé la transaction Y sans l'autorisation requise, par exemple. Interprétation, Monsieur Inks est incompétent. Ça, ce n'est pas ce qu'un auditeur interne doit dire. Parce qu'un auditeur interne ne doit jamais utiliser d'adjectifs émotionnels. Faire de l'audit interne, ce n'est pas émotionnel, c'est être factuel. Notre analyse de cause profonde peut pointer l'absence de responsabilité ou de culture de contrôle, mais doit toujours être étayée. C'est-à-dire, si je le dis, c'est que je dois pouvoir le justifier. Donc, il faut avoir une certaine neutralité. C'est ça qui rend en réalité le constat indiscutable pour l'auditeur interne. Mais si je me mets dans l'émotion, alors là, j'aurai de la difficulté à faire passer mes constats et même à parler de légitimité en tant qu'auditeur interne. Parce que on dira, ah, il n'est pas impartial, il est partial, il traite l'autre d'incompétent et autres. Et si on parle de constat, c'est que forcément, on est en train de parler de recommandations. Il faut cibler les racines, pas les symptômes. Parce que ce qu'on a l'habitude de faire, c'est de faire des recommandations sur les symptômes. C'est comme si, par exemple, vous avez mal à la dent et que vous allez voir un dentiste et que le dentiste vous donne un paracétamol et que quelques minutes après, la rage de dents disparaît après la prise du paracétamol. Est-ce que le dentiste a réglé votre problème? Non, il n'a pas réglé votre problème. Il n'a fait que repousser ou reporter votre problème parce que dès le moment où l'effet du paracétamol va disparaître, la douleur reviendra. Ce qu'il aurait dû faire, c'est de poser un diagnostic pour savoir quelle est la cause de la douleur. Et c'est sur cette cause-là qu'il va pointer ses recommandations. Donc, c'est bien après le diagnostic qu'il fera ses recommandations, qu'il prescrira des médicaments ou la solution à appliquer. Même chose pour les auditeurs internes. Les recommandations doivent aller au-delà de la correction d'un simple processus. Donc, un environnement toxique appelle à des solutions systémiques. Ça, il faut l'avoir à l'esprit. Des solutions systémiques et non des pansements. On n'a pas besoin de faire des pansements dans un environnement toxique parce que ça ne marchera pas. Donc, il ne faut pas se contenter de corriger un formulaire, de corriger euh, un processus. Non, il faut viser la racine, c'est-à-dire la gouvernance d'entreprise. D'accord? Et les exemples que vous voyez là montrent cette approche. Au lieu de corriger le processus, ce que nous demandons de faire, ce que je demande de faire, c'est une responsabilité managériale claire. Et là, il faut par exemple mettre en place un code de conduite et un système de sécurité pour protéger par exemple ceux qui font euh, les alertes professionnelles au sein de l'entreprise, c'est-à-dire les lanceurs d'alerte. Donc, ces recommandations-là, telles que présentées, ont plus d'impact, d'accord? Ont un impact direct sur la culture et engagent le comité d'audit avec lequel vous travaillez. Alors, enfin, dernier point de notre webinaire, l'auditeur interne face aux défis éthiques et personnels, parce que, quoi qu'on dise, l'auditeur interne dans un environnement toxique est appelé à gérer la pression, mais aussi à gérer les menaces. Et donc, à ce niveau-là, les dossiers d'audit, c'est notre protocole de sécurité. C'est votre bouclier en tant qu'auditeur interne. Quand vous êtes dans un environnement toxique, il faut tout documenter. Les menaces, les tentatives de modification de rapport. Ne le faites jamais à l'oral. Il faut tout documenter. Il faut écrire. Il faut horodater. Et la règle absolue, c'est ne jamais générer une menace seule. Ça, je vous le déconseille totalement. Parce que l'escalade immédiate au directeur de l'audit interne est obligatoire. D'accord?
Ça, c'est obligatoire. Si la pression vient du DAI, par exemple, vous passez au comité d'audit. Parce que, comme je l'ai dit, dans un environnement toxique, même le directeur de l'audit interne peut être source de menaces. Je le dis sous deux aspects. Il peut être lui-même enclin à des menaces, mais lui aussi, il peut menacer ses collaborateurs qui travaillent avec lui. Et donc, si vous avez des menaces, il faut jamais gérer une menace seule. D'accord? Jamais. En tant qu'auditeur interne, par exemple, si vous avez des menaces, il faut d'abord en parler au directeur de l'audit interne et lui, il en parlera au comité d'audit. Mais n'allez jamais en parler au comité d'audit en bypassant votre directeur de l'audit. Ça, c'est que vous allez vous créer des problèmes pour rien. Et donc, je le répète encore, documentez tout. Tout ce qui est menace, tentative de modification de rapport, ne le faites jamais à l'oral. Je le répète encore une fois, jamais à l'oral. Il faut tout écrire. Il faut horodater, d'accord? Il faut horodater, il faut écrire. Et la règle absolue que j'ai éditée tout à l'heure, c'est ne jamais gérer une menace seule. Quand la menace commence, il faut toujours en parler à quelqu'un parce que ça peut vraiment devenir une escalade. Et dans mon cas, j'ai fait cette erreur-là, c'est vouloir gérer la menace seule. Et ça, vraiment, c'est devenu une escalade au point où, avec le président directeur général de la boîte, on en arrivait à se clasher en plein codir parce que il estimait que j'étais le problème. Parce qu'il me disait, il faut que tu fasses comme si. Et moi, je l'estimais que la procédure ne me permet pas de faire ça. Donc, vous voyez, quand on vous dit, ah, tu peux pas dire ça dans un rapport, efface-moi ça, mais que le constat est vérifié et que vous dites non. Et là, c'est qu'il faut avoir vraiment des couilles pour dire non. Parce que vous êtes là et c'est votre patron hiérarchiquement qui vous parle. Donc, il faut jamais gérer les menaces tout seul. Il faut toujours avoir une porte de sortie qui vous permet de parler. Et généralement, moi, ce que je fais depuis cette expérience, c'est d'avoir quelqu'un au niveau du comité d'audit avec qui je peux vraiment échanger tous les jours et parler de tout. Parce que à ce niveau-là, c'est vraiment l'indépendance de l'auditeur interne qu'on est en train de vouloir détruire. Et donc, cette indépendance-là, elle doit être protégée par la hiérarchie de la fonction. Alors, forcément, dans un environnement éthique, il y a ce qu'on appelle le dilemme éthique. L'auditeur interne se retrouve généralement entre le devoir, d'accord, et la protection. Donc, l'auditeur, dès le moment où il se retrouve entre le marteau et l'enclume, c'est-à-dire notre devoir d'information, et en face, il y a notre obligation morale de protéger nos sources. On l'a dit tout à l'heure, l'auditeur interne doit protéger ses sources. Et pour régler ce problème de devoir éthique entre notre devoir d'information et notre obligation morale de protéger nos sources, la solution que moi je vous propose, c'est l'anonymisation. Donc, vous pouvez rapporter les faits, même si la preuve a été fournie par un individu au sein de l'entreprise, sans jamais révéler qui vous a aidé. Si on vous demande, c'est que c'est vos enquêtes qui ont permis à tomber sur la preuve. Donc, si la preuve elle est objective, d'accord? Donc, un log de système, par exemple, quand on est en système d'information, la source n'est plus pertinente, d'accord? Parce que la preuve montre déjà le problème. Dès le moment où la preuve, elle est objective et qu'elle confirme ce que vous avez fait comme constat, la source, elle n'est plus pertinente. On peut néanmoins toujours vous la demander. Donc, la publication que vous allez faire en termes de constat, en termes de recommandation, doit viser l'amélioration du système, pas la punition des individus qui ont eu le courage en temps, d'accord, de parler ou de faire des choses qui ne sont pas catholiques au sein de l'entreprise. Ensuite, parlons un peu des alertes professionnelles, d'accord? Parce que à ce niveau-là, l'auditeur interne est souvent l'oreille la plus indépendante au sein de l'entreprise pour écouter, surtout quand on est dans un environnement toxique.
Et nous, en tant qu'auditeurs internes, nous devons nous assurer que tous les mécanismes d'alerte interne fonctionnent et sont crédibles. D'accord? Ça nous permet, en cas de suspicion de fraude, par exemple, ou de toxicité impliquant le sommeil, et là, je prends le cas, par exemple, d'un président directeur général, ça va nous permettre à ce que notre voix soit unique. D'accord? Et ça va nous permettre aussi à ce que on fasse de l'escalade directe au niveau du comité d'audit pour en parler. À ce niveau-là, n'oubliez pas, notre devoir le plus élevé, c'est d'alerter si l'intégrité de l'entreprise est en jeu. Et quand je parle d'intégrité, c'est des questions liées à la légalité, à la réputation, mais aussi des questions liées à la gestion financière de l'entreprise. Donc, c'est le moment où vraiment l'auditeur interne assume pleinement son rôle de gardien. On a dit tout à l'heure que l'auditeur interne aura un rôle de détective, aura un rôle d'observateur, aura un rôle d'écoute, mais ici, on parle aussi du rôle de gardien de l'auditeur interne. Et je voudrais vraiment, à ce niveau-là, passer un message de courage à tous les auditeurs internes partout en Afrique de l'Ouest francophone, en Afrique en général et dans le monde, qui fonctionnent dans des environnements toxiques. Parce que à ce niveau-là, la résilience personnelle et l'auto-soin est nécessaire. Le coût de la toxicité pour l'audit interne, c'est vraiment des missions dans les environnements. C'est épuisant psychologiquement. Et donc, rappelez-vous que ces missions sont les plus importantes. Lorsque vous êtes en environnement de travail toxique, ces missions-là sont les plus importantes, mais aussi les plus éprouvantes pour les auditeurs internes. N'oubliez pas de prendre soin de vous. Ne travaillez jamais seul. Même si vous êtes seul, prenez le temps d'avoir quelqu'un d'autre avec qui vous travaillez de temps en temps. Travaillez à avoir un binôme pour partager la charge émotionnelle que constitue le fait de faire de l'audit interne en environnement de travail toxique. Et prenez le temps de valider objectivement les faits. C'est fondamental pour vous, pour votre santé. Vraiment fondamental. Parce que euh, quand on est dans un environnement de travail toxique, comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est très épuisant. Moi, il m'arrivait à l'époque d'arriver au boulot à 8 heures et d'avoir que des maux de ventre jusqu'à midi. Et dès le moment où je sors du boulot pour aller déjeuner, j'ai plus le mal de ventre. Il suffit que j'arrive au bureau à 15 heures pour la reprise, je me sens encore mal. Et ça, je peux le faire pendant une semaine. Et au final, je ne suis pas du tout performant parce que je suis dans un environnement qui m'oppresse. Et même moralement, tu es dans une fonction élevée, tu gagnes bien ta vie, mais même moralement, tu n'es pas bien parce que il y a quelque chose qui ne va pas. C'est un environnement où les gens refusent d'écouter, où les gens se plaisent ou se complaisent à faire des choses pas catholiques. Et dès le moment où tu le dis, on te dit, ben écoute, on a atteint les objectifs, hein, c'est le plus important, les procédures, on s'en fout. Quand vous êtes dans des environnements comme ça, c'est très difficile. Et il faut trouver des activités en dehors du travail qui vous permettent de sortir de ce cadre-là et de pouvoir vraiment profiter de la vie. Moi, ce qui m'a aidé à l'époque, c'est l'art martial que je pratique, le taekwondo, mais aussi la télé, les séries, la musique, les sorties en famille avec les frères et autres. Ça permet vraiment de décompresser, d'oublier. Et un conseil encore, quand vous déconnectez du bureau, déconnectez. C'est-à-dire que quand vous avez quitté votre bureau dans un environnement toxique, par exemple à la fin de la journée à 17 heures, comme à Paris par exemple, quand vous quittez le bureau, déconnectez. C'est-à-dire oubliez tout ce qui est boulot et prenez le temps vraiment de faire la vie. Profitez de votre famille, profitez de votre maison, profitez de votre télé, de vos abonnements, de la musique. Faites des choses qui vous rendent heureux. Ça vous permet de vous libérer de la charge émotionnelle euh, que vous avez dans un environnement toxique. D'accord? Et surtout, à ce niveau-là, quand vous sentez que
les limites vont être franchies, commencez à préparer votre sortie. Et moi, j'avoue que à un certain moment, lorsque j'étais en poste, j'ai senti que là, ça commençait vraiment à aller là où ça ne devrait pas. Parce que vous avez, par exemple, un président directeur général qui vous confie un travail, qui normalement fait appel à un consultant externe. Vous finissez votre travail. Le consultant externe, lui, il n'est toujours pas recruté par la direction en charge de son recrutement, mais le président directeur général estime que vous devez lui rendre son rapport et que vous êtes incompétent, même en sachant que euh, ce n'est pas de votre faute et que vous avez déjà fait la part de votre travail, que vous n'attendez que le consultant externe. À ce moment-là, il faut préparer la sortie. Et c'est ce que moi j'ai fait. À ce moment-là, j'ai commencé vraiment à renforcer mes compétences. Je me suis inscrit à d'autres cours et c'est vraiment à ce moment-là que j'ai pensé à devenir expert comptable. Et donc, à ce moment-là, vous commencez à renforcer vos compétences, à vous préparer à faire de la recherche active euh, d'un autre poste pour partir. Mais vous le faites très discrètement, vraiment discrètement. Vous vous préparez. Moi, je prenais chaque journée, dans chaque journée, je prenais 2 heures de temps pour suivre une formation. Je m'étais inscrit à plusieurs formations en expertise comptable, en des spécialités aussi, pour pouvoir découvrir, renforcer mes compétences et autres. Et vous commencez à préparer votre rapport final. Moi, je l'ai fait avant de partir. Je préparais déjà mon rapport de sortie. Et dès le moment où j'ai su que j'allais sortir, j'ai déposé le rapport de manière professionnelle. Parce que j'ai pas envie de quitter et qu'on dise, ah, il est parti, mais il n'a rien laissé. Non, il faut laisser un héritage. Il faut laisser quelque chose de propre pour que personne n'ait à redire du travail que vous avez fait. Et moi, ce qui m'a vraiment sauvé, c'est d'avoir fait ça, déposer ce rapport final là avant de partir. Et 6 mois après, j'ai eu des gens de l'entreprise qui m'ont dit, tout ce que tu as écrit dans ton rapport, tout s'est passé. Parce que mon analyse, elle était bonne, mon analyse. Donc, vraiment sur la résilience personnelle et l'auto-soin, prenez soin de vous, travaillez à vraiment avoir un niveau psychologique au top pour éviter aussi les burn-out, parce que les burn-out, ça peut vous conduire à des cas plus graves comme le suicide. Donc, évitez vraiment d'y mettre le cœur, comme on dit. Les Ivoiriens disent, il ne faut pas mettre le cœur. Donc, ne vous impliquez pas émotionnellement dans les situations quand vous êtes en audit interne, surtout dans les environnements de travail toxiques. Alors, la synthèse des actions clés que je vous propose là, c'est vraiment de penser la culture comme votre terrain d'audit, d'accord? La culture de contrôle comme le contrôle ultime de votre fonction d'audit interne. Élevez vraiment votre niveau de scepticisme. Je vous conseillerais de faire du 11 sur 10 parce que ça vous permet de vous protéger en documentant toute résistance et en appliquant strictement aussi, d'accord, le protocole d'escalade. Et enfin, ce que moi, je vous propose, c'est n'ayez surtout pas peur de monter en gamme dans vos recommandations en ciblant la gouvernance. C'est difficile à faire, mais il faut la faire parce que après un auditeur interne, il prospère dans le métier et dans le secteur du fait de sa renommée, du fait de sa crédibilité. Et si vous n'êtes pas capable de dire certaines choses qui fâchent, à des moments donnés, dans la corporation et dans l'environnement du travail, vous ne ferez pas long feu dans ce métier. Donc, il faut prendre le risque à des moments donnés de faire les recommandations qui blessent, qui font mal, parce que la gouvernance en a besoin pour s'améliorer et pour prendre euh, en compte vraiment les besoins de management de l'entreprise. Alors, la prochaine étape sur laquelle on vous invitera bientôt, c'est l'élaboration d'une charte de mission en environnement sensible pour l'équipe d'audit interne. Parce que oui, quand on est en environnement sensible, en environnement de travail toxique, il faut avoir une charte de mission différente des missions qui se font de manière dans un environnement assez balisé. D'accord? Et donc,
Nous sommes arrivés, hein, on est en train d'arriver au terme de cette session et franchement, je vous encourage à utiliser ces outils-là, d'accord? Et donc, pour concrétiser tout ce qu'on a eu à voir, tout ce qu'on a eu à échanger, je propose que nous travaillons prochainement, d'accord, sur l'élaboration d'une charte de mission en environnement sensible pour votre équipe d'audit interne. Ça va vous aider à formaliser les procédures d'escalade et de protection euh, des personnes. Alors, je vous remercie vraiment de votre participation et de votre engagement à maintenir notre fonction d'audit interne indépendante et objective, même dans les circonstances les plus difficiles. Alors, si vous avez des questions, n'hésitez pas à poser des questions sur notre chaîne YouTube. On vous répondra très certainement. Et donc, Ashori est le porteur de ce webinaire. C'est le premier cabinet d'expertise spécialisé en audit interne et risk management qui a été créé en 2016 et présent dans 5 pays de l'Afrique de l'Ouest francophone. Le cabinet intervient dans des missions et formations complexes en audit interne, risque, management, conformité, auprès des sociétés du secteur public, privé et de la société civile. Donc, Ashiori a été honoré de vous avoir reçu sur ce webinaire. Nous espérons que ce webinaire vous a plu et que il vous servira en tant qu'auditeur interne au sein de vos entreprises à mieux gérer les situations d'environnement toxique et qui vous permettra aussi de devenir plus performant et plus résilient dans l'exercice de vos fonctions. Alors, laissez vos commentaires. Si vous avez des commentaires, laissez-les sur notre chaîne YouTube, comme je l'ai dit tout à l'heure. Et si vous avez envie de nous suivre, abonnez-vous pour le prochain webinaire qui aura lieu en décembre. Et je vous dis encore une fois, merci de nous avoir suivis. Ça a été un plaisir de vous avoir servi, un plaisir de partager cette petite expérience avec vous et de pouvoir apporter un peu de soutien, d'amour à tous les auditeurs internes qui travaillent dans des environnements toxiques. Je vous dis merci de nous avoir suivis et à bientôt.